Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Avec Margot Le Carpentier, la mixologue la plus cool de Paris, nous plongeons cette semaine dans le monde du bartending. Après une première carrière dans la musique à New York, Margot a décidé de poursuivre une autre de ses passions, les cocktails. Formée à l'Experimental Cocktail Club, elle a ensuite fondé Combat, son établissement à Belleville, avec lequel elle a gagné tous les prix. Elle y prend le contre-pied des bars façon speakeasy, en proposant un lieu lumineux avec une équipe 100% féminine où la carte suit le cours des saisons. Si vous ne vous étiez jamais posé la question du fait maison appliqué à l'univers de la mixologie, suivez le guide car Margot et son équipe fabriquent leur propre sirop, sourcent leurs spiritueux et utilisent des ingrédients frais. Elle décline toute une palette de cocktails pointus et créatifs, avec ou sans alcool. Avec Margot, nous avons également abordé la question de l'entrepreneuriat, et notamment des difficultés qu'elle a pu rencontrer pour monter son établissement en tant que femme. Dans cet épisode, elle partage des conseils qui vous seront, j'en suis sûre, utiles si vous envisagez de vous lancer. Si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Margot Le Carpentier dans Girls in Food. Et bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour Margot Le Carpentier. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, je m'appelle Margot, je suis propriétaire d'un bar à Belleville. Belleville, c'est dans le nord-est parisien. Le bar s'appelle Combat. C'est un bar à cocktail. Souvent, je le décris comme un bistrot à cocktail, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a une image assez formatée des bars à cocktail en France. Voilà, on pense tout de suite au speakeasy et Combat c'est un peu différent, un peu plus lumineux, ouvert. On y boit pas que des cocktails mais aussi des bières, du vin et on y mange des petites assiettes. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Super importante. Okay. Pas non plus, je dirais pas que c'est aussi important que les familles italiennes comme on l'imagine, mais c'est vrai que mes grands-parents du côté maternel cuisinaient beaucoup et mon grand-père était très investi dans la cuisine, ce qui je le précise parce que parfois ça peut être assez rare en fait. Oui, c'est vrai. On parle souvent de la cuisine de sa grand-mère et ma grand-mère cuisine très très bien, elle avait plutôt la cuisine sucrée, elle est fan de sucre. Okay. Et mon grand-père gérait plus le salé, mais ils s'entraidaient, ils sont très mignons tous les deux quand ils cuisinent. Et ma mère cuisine vraiment très bien, ce qui plaçait très haut les standards. Non mais c'est vrai, je me souviens, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, mais je me souviens souvent entendre mon frère dire vraiment avec la cuisine de maman, ce qui est relou, c'est qu'on a du mal à être impressionné au resto. Mais vraiment, ça montre le niveau. Ouais, ma mère cuisine vraiment très bien, super variée. Oui, il y avait pas, en tout cas, j'ai jamais grandi dans la galère du repas de dernière minute, quoi. Je sais pas comment elle a fait parce que maintenant. Tu as de la chance. Ouais, maintenant que je sais ce que c'est de cuisiner, je me dis, elle a beaucoup, ma mère a beaucoup d'imagination en cuisine, et même sans prévoir, voilà, elle rafistole toujours quelque chose de très bon, très original, voilà. Ouais, sans forcément suivre des recettes, mais ma mère ne suit pas du tout de recettes. D'accord, ça devient carrément, par exemple, un sujet, par contre, entre ma sœur, parce que j'ai un grand frère et une grande sœur, et ma sœur et moi, qui sommes extrêmement précis sur les recettes. On aime suivre les recettes, alors que ma mère pas du tout. Donc c'est un sujet qui fait débat. Mais bon, justement, peut-être que c'est ma mère qui a encore plus d'instinct parce qu'elle cuisine vraiment extrêmement bien sans recette. Elle aime bien. C'est trop marrant d'ailleurs. Je me moquais d'elle encore il y a 2 semaines parce que je voyage souvent avec mes parents. Et quand ce qui est marrant, c'est quand on voyage avec mes parents, pendant 2 mois, on va manger tout ce qu'on a goûté dans le pays dans lequel on est allé, quoi. C'est que ma mère, vraiment instinctivement, elle goûte quelque chose. Elle reproduit, elle s'inspire. Ouais, elle travaille pas dans la restauration, mais elle a vraiment un sens analytique. Elle analyse énormément la nourriture et les environnements, la décoration, vraiment un sens créatif, beaucoup plus important que le mien d'ailleurs. Et en fait, vraiment, genre juste avec son palais et en s'inspirant aussi de l'endroit, elle arrive, c'est vrai, à deviner
deviner un petit peu quel type d'ingrédients ils vont utiliser. Voilà, juste, je pense que c'est aussi l'expérience qui parle, quoi. Ouais. Vraiment savoir comment réagissent les ingrédients, les matériaux, les matières, tout ça réagit ensemble. Voilà, comment créer cette synergie. Elle a vraiment quelque chose, un petit instinct pour ça. Et est-ce que tu dirais que elle t'a sensibilisé à ça, ou est-ce que c'est peut-être par mimétisme, en la voyant analyser, voilà, être hyper créative juste par l'observation, que toi ça t'a guidé un petit peu? Les deux, parce que on est devenus vraiment des épicuriens. On est tous les 3 enfants, on est des épicuriens. On adore manger, et puis vraiment, tout était centré autour de ça. C'est français, mais je pense qu'il y a des familles qui le font plus ou moins. Vraiment, le repas, on le fait à table, et il y a tout le monde à table. On mange jamais debout, on s'attend tous. Non, il y a vraiment un gros truc autour du repas. On adore tous manger. C'est vrai que j'arrête pas de parler de nourriture et moins d'alcool ou de cocktail. Par contre, pas du tout. On n'était pas du tout sensibilisés à l'alcool. Mes parents étaient, je parle au passé, des tout petits buveurs, pas du tout. Voilà, ils appréciaient le vin, le cidre aussi, beaucoup de cidre chez moi, et la bière un petit peu, mais moins connaisseurs. Et c'est vrai que moi j'ai développé un peu ce sens-là, et c'est vrai que ils ont pas du tout été faciles à convaincre. Maintenant c'est carrément ouais, c'est des buveurs comme moi, jamais dans l'excès, évidemment, pas mes parents en tout cas, moi un peu plus, mais et ils ont vraiment un palais aussi développé en spiritueux, bière, vin, et ils s'intéressent énormément justement à tous ces nouveaux produits qui arrivent, et dans lesquels on se spécialise un peu tous. Ok, c'est génial. Ouais. Puis c'est chouette d'avoir aussi des parents qui restent pas sur leurs acquis, mais qui continuent à aimer découvrir. Ouais, carrément. Et puis je trouve que c'est vraiment très jeune dans sa tête, vraiment très jeune de faire confiance justement aux nouvelles générations, quoi. Mes parents, ils font ultra confiance à ce que je leur fais découvrir, ce que ma sœur leur fait découvrir, tout ça. Ils se disent bah oui, évidemment, on peut pas être à la pointe de tout. Et puis évidemment, on a goûté plus de trucs, accès à plus de trucs aussi parce qu'on habite dans des grandes villes. Et en fait, non, mes parents maintenant, ils ne boivent que du vin nature. Alors que je me souviens la première fois, on avait l'impression que voilà, ça sentait la marée et tout, c'était trop bizarre. J'étais moi-même assez pas peu convaincue, j'étais convaincue, mais je voulais vraiment m'y jeter à corps et âme. Et là maintenant, ouais, ils boivent que ça, ils vont à Vini Circus, voilà, ils sont aussi en avance que moi, quoi. Ouais. Et quand t'étais enfant, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier, ou est-ce que ça changeait tout le temps? Du poulet, souvent un le poulet classique. Comme beaucoup, le poulet, souvent le poulet du marché, parce qu'on allait le marché dans le village d'où je viens, et le dimanche matin, donc on allait tous les dimanches au marché, toujours, et on achetait le poulet. Et à partir du moment où mes parents ont eu un poulailler, mes parents ont des poules, et donc là on mange plus que le poulet de la maison, quoi. Ouais. Okay. Et le poulet sous toutes ses formes, quoi. Beaucoup moins poulet rôti. D'accord. Maintenant vachement poulet en cocotte. Ok. Ouais. Et quand tu étais enfant, est-ce qu'il y avait un métier qui te faisait rêver? Je crois que ça a été très bref. Je voulais être photographe. Je sais même pas pourquoi. Je pense que c'était plus pour la fame. Je sais pas pour ce que ça représentait. Sinon, le truc qui m'a duré le plus longtemps, ça a été prof de sport comme mon père. D'accord. Ouais. Et ton tout premier job, qu'est-ce que ça a été? Mon premier job, c'était sûrement planter les poireaux. Je crois que j'étais en 4e ou en 3e, peut-être, ouais, ça me rappelle le brevet, donc sûrement en 3e. Ayant grandi en Normandie, en fait, les premiers jobs, généralement, c'est culture des champs et de la mer. Et en fait, je crois que, après, on faisait ce qu'on appelle faire des flots. On faisait les marées, en fait. Donc, aller, détacher les poches à huîtres, les taper, les retourner. Donc ça se fait à toutes les marées, toutes les grandes marées. Surtout les grandes marées, c'est là où ça recrute le plus des étudiants, des jeunes. Et donc, c'est un peu le travail standard de tous les jeunes en Normandie, ou en tout cas des bords de mer, c'est aller faire les flots et les poireaux autour avant l'été. Ok. Ensuite, on va parler un peu de ton parcours, parce que t'as un parcours hyper original, donc je suis un petit peu renseignée, mais j'aimerais bien que tu nous l'expliques, toi, avec tes propres mots. Je trouve que dans tes choix, il y a une dominante un peu créative, culturelle. T'as vécu à Londres, à New York. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur comment tu t'as choisi ton orientation dans un premier temps,
et sur voilà cette première partie de carrière. Ah ouais, c'est marrant, tu dis comment t'as choisi ton orientation, et c'est marrant parce que moi je suis quelqu'un d'assez assez rigoureuse ou un peu anxieuse, et c'est vraiment j'ai vraiment choisi mon orientation, okay. quoi. C'était vraiment des choix, je laisse pas trop de place à l'imprévu parce que sinon ça m'angoisse un peu. Donc ouais, en fait on dirait comme ça en étudiant mon parcours de loin qu'il y a pas beaucoup de restauration, pas beaucoup d'hospitalité, alors qu'en fait ça a vraiment ça a marqué en fait tout mon parcours. Ah, c'est super intéressant. Ouais, de près ou de loin en fait, mais sinon pour le côté un peu plus académique, collège, lycée, ensuite après le lycée un bref passage à l'université en art du spectacle, puis après une école en communication. Oui. Là je me précisais en fait de plus en plus vers le culturel, mais le côté administratif. D'accord. Peut-être relations presse qui finalement me correspondait pas trop. Je voulais un petit peu plus d'administratif. Bref, j'étais un peu paumée, je suis partie vivre à Londres du coup pour être assistante de français. C'était une bonne expérience? C'était génial. J'avais 21 ans, donc aller à Londres, c'était vraiment l'idée. C'était j'étais passionnée de musique, je me disais que j'avais vraiment l'impression que tout se passait à Londres, quoi. Il y avait moi à cette époque-là, il y avait les Franz Ferdinand, les Strokes, tout ça, donc en tout cas la scène anglo-saxonne m'intéressait énormément. Donc je suis partie là-bas, mais déjà depuis un moment j'étais serveuse tous les étés pendant mes études, et voilà, à Londres j'ai déjà quand même un gros choc au niveau de la gastronomie. D'accord. Je retrouvais des amis de ma sœur, qui habitaient là-bas depuis longtemps, et eux travaillaient en fait dans la restauration à Londres, dont une jeune fille en particulier qui vraiment cuisinait énormément, habitait à Londres depuis longtemps, et même si Londres a mauvaise réputation, en fait la nourriture anglaise a mauvaise réputation, ils sont quand même super en avance sur plein de trucs enfin en tout cas à l'époque c'est ce qui me paraissait. Maintenant je suis un peu moins au courant, mais j'avais l'impression je débarquais, quoi. Eux ils avaient cette mode des chaînes de restos, en fait, c'est-à-dire que si un resto qui pouvait être de très très bonne qualité rencontre du succès, et ben il y en avait directement 5 qui étaient ouverts, et c'était pas mal vu en fait. Ouais. Et donc c'était pas signe que c'était industriel ou quoi. Exactement, en fait à l'époque. Et donc ça c'était complètement nouveau pour moi parce que j'avais évidemment je jugeais tout de suite les chaînes, et là c'était pas le cas, et ils m'ont fait un peu changer d'avis là-dessus. C'était la grande époque de Jamie Oliver, tout ça. Donc et puis je découvrais, enfin les supermarchés étaient complètement différents, il y avait une offre hyper internationale, la bouffe indienne. Enfin, je découvrais déjà vraiment toute la bouffe internationale parce que moi j'ai grandi en Normandie, et après j'ai fait des études à Caen, ensuite à Rennes, ensuite à Caen, et j'ai été propulsée directement à Londres. Alors là, en termes de restauration, c'est complètement le délire, quoi. Et même des épiceries, tout ça. Donc j'avais un profond intérêt pour ça, et voilà, c'est vrai que avec les amis qu'on avait, c'est pas grand chose, beaucoup de gens sont comme ça, mais on organisait mine de rien nos week-ends et nos sorties en fonction de ce qu'on avait envie de boire et de manger. Ok. Et ensuite je rentre et j'ai une équivalence pour entrer en fac de droit, et là je fais une fac spécialisée en propriété littéraire et artistique, et donc voilà, je me spécialise un peu plus juridique. Ce que je savais c'est que je voulais travailler dans la musique, que j'avais pas des talents de musicienne, donc je me disais que je voulais y travailler de près ou de loin, quoi. Et en fait dans le juridique ça me semblait bien, donc j'ai avancé jusqu'au master 2. J'ai validé mon master 2 en suivant aussi une expérience professionnelle à temps partiel à côté en maison de disque, en maison indépendante. Ok. C'était génial. C'était vraiment génial. J'apprenais plein de trucs. Ça a rendu vraiment le diplôme plus facile à acquérir parce que c'était vraiment concret. J'avais la pratique à côté. Et voilà, à côté de ça, donc tous les étés, parce que mine de rien, de licence à master 2, il y a quand même pas mal d'étés, des longs étés. J'étais serveuse aussi, et j'étais serveuse dans un bar de bord de mer près de chez mes parents. Et donc évidemment, j'y ai travaillé quand même 7 ans. J'ai fait 7, je crois, j'hésite toujours, c'est entre 5 et 7, j'arrive jamais à compter exactement. 5 et 7 saisons là-bas. Donc les premières, on fait rien, il y a du staff plus ancien, mais plus ça avance, plus je pouvais me permettre d'avoir des sortes de petits désirata. Donc je faisais de moins en moins de services en salle, et je faisais de plus en plus de bars. Et à la fin, voilà, je faisais que du bar, et j'avais des petites envies de cocktails. C'est vrai que quand il y avait un cocktail, c'est toujours moi qui le faisais, j'avais toujours envie de faire les cocktails, quoi. Et tu faisais des recettes bien connues, ou est-ce que les classiques? Tu pouvais faire des créations? Ouais. Oh non, j'en étais pas
pas là. Il y avait une feuille A4 imprimée avec la recette d'un gin fizz, et je me souviens encore que dedans il y avait une cuillère à café de blanc d'œuf, et à chaque fois j'y croyais pas. J'étais mais genre il a dû se planter en l'écrivant sur l'ordi, c'est pas possible qu'il y ait du blanc d'œuf et tout. Et quand je le checkais, ça m'explosait au visage. J'étais non, c'est impossible. Et j'y connaissais rien, quoi. C'était il y a 15 ans, quoi. Easy. Et moi, j'y connaissais rien, quoi. Du tout. Et je faisais j'étais la spécialiste. Enfin, j'étais même pas la spécialiste. On disait dans le bar que j'étais la spécialiste parce qu'en fait, personne ne s'y tentait. Mais je faisais des pina coladas avec de la glace à la noix de coco. Donc c'était super bon. Ça devait être ultra sucré et tout. Mais voilà, j'en faisais. J'adorais quand on en demandait. C'était la fiesta, quoi. Donc ouais, je faisais déjà ça. Ouais. Tu sentais qu'il y avait quelque chose avec ça. Oui, j'adorais ça. Mais voilà, j'avais vraiment cette vision étriquée du service et de l'hospitalité qui, pour moi, c'était un métier de second choix, d'échec des études et tout. Ouais. Donc c'était quelque chose que j'adorais, mais voilà. Tu serais pas pu faire ça. Non, parce que voilà, pour moi, à l'école, ça fonctionnait bien. J'avais des bons résultats. Je sors d'un master 2 en droit. J'avais pas de raison de m'y intéresser plus que ça. En fait, c'était comme un non-choix. En fait, je me le permettais pas. Et puis donc après, à la fin de mes études, je suis en maison de disque et je pars vivre à New York pour poursuivre mon expérience, mais par contre là en major, donc un grand format, quoi, maison de disque en grand format. Ouais. Et donc c'est cool. Maintenant, j'ai l'impression que je vends des disques, mais je pourrais vendre des chaussettes, ce serait la même chose. On perd complètement. Il y a plus aucun contact en fait avec l'artistique. D'accord. J'étais dans une tour vraiment de 35 étages. Bon, c'était pour le rêve américain, c'était le rêve américain, quoi. Vraiment sur Madison Avenue, au pied de Central Park et tout. C'était vraiment génial. J'étais hyper fière et tout chez Sony Music et c'était bien, mais bon, là, on fait des sorties qu'on maîtrise même plus, quoi. Quand on sort des albums pour les Strokes ou A$AP Rocky, c'est sûr, c'est un rêve. Moi, c'est des petits artistes débutants, quoi. Ouais, je récupérais les notes de frais des Strokes, j'en pouvais plus, quoi. J'étais complètement sur une autre planète, rien que de voir leurs notes de sushi, j'avais l'impression de participer à un truc de grand, quoi. C'était grand. Donc ouais, je faisais les budgets pour les Strokes, les budgets d'enregistrement, des trucs comme ça. Mais bon, je faisais pas vraiment les budgets, j'ai l'impression que c'était vraiment de l'administratif, presque du filing. Je discrédite, mais au final c'est un peu ça quand on est 50 par étage. Enfin, j'avais l'impression de complètement perdre le contact, mais j'étais ultra patiente. Comme tu disais, c'était un choix. Je me disais, voilà, je vais attendre et je vais monter en grade. Là, je suis vraiment assistante de chef de projet. Et en montant, à terme, j'aurai des prises de décision importantes et intéressantes, quoi. Donc voilà, je disais pas, il y avait pas de désillusion en disant, c'est pas du tout ce dont je rêvais, non. Si, j'avais des désillusions, mais je me disais, j'ai des désillusions parce que j'en suis junior. Ouais. Voilà, parce que je suis junior et ça va venir et ça va être bien, quoi. Et en attendant, par contre, je vivais la grande vie à New York. Alors là, je découvrais vraiment, c'était le step numéro 2 après Londres, quoi. J'hallucinais, je découvrais, c'était en 2012, donc il y a presque 10 ans, quoi. Je découvrais ce que c'était un ramen. J'avais jamais mangé un ramen de ma vie, quoi. Donc là, c'est devenu ma passion. En 2012, je faisais un ramen par semaine. Il fallait que je goûte tous les ramen de New York. Et puis, j'allais au resto tout le temps. Ma vie était centrée autour de la bouffe, quoi. C'était obsessionnel. Et aussi des boissons. Alors là, c'était complètement nouveau, quoi. On me disait des noms de cocktails. Évidemment, je connaissais les classiques, mais nous, on a un classique, imaginons, à l'époque, en tout cas, dans mon imaginaire, en tout cas, dans ce que je connaissais 10 classiques, quoi. Là-bas, j'en ai découvert 50, des nouvelles manières de consommer, de la super belle verrerie. Là-bas, le cocktail, évidemment, pour moi, c'était dans les grands bars français. Mais en fait, là-bas, même le dive bar du coin, il fait des cocktails, il a des jolies coupes et il te fait un Negroni parfaitement fait et il te pose, il a les bons automatismes, il va quand même te dire ton Negroni, ils vont par exemple te proposer de te le servir sur glace ou pas, qu'est-ce que tu veux comme garnish, est-ce que tu veux un zeste, est-ce que tu veux une tranche, le martini, ils vont connaître le dry martini, ils vont te poser toutes tes questions, voilà, la margarita, ils vont dire sur glace, sans glace, sel, pas sel, voilà, ils vont te poser toutes les questions, quoi. Et même donc là, le bar du coin. C'est un monde qui s'est ouvert à toi, oui. Même en partant des classiques, en fait. Ouais, et puis c'est ça que j'aimais bien. Enfin, je suis assez dans ma rigueur. Je suis aussi un petit peu pointilleuse. J'aime bien quand c'est bien fait et tout. Et donc là, je me disais, ouais, ils posent toutes les questions. Et quand le drink arrivait, j'étais attends, mais c'est fait sur mesure, quoi. Ouais. Et c'était excellent. Je découvrais le mezcal. J'avais jamais bu de mezcal de ma vie. Je buvais des mezcal margarita. J'avais l'impression d'avoir découvert un truc, quoi. Ouais. Donc c'était dingo. Et surtout, je suis sortie avec donc ce mec pendant pas mal d'années qui était
head bartender d'un grand hôtel et tout. Donc voilà, il était mixologue comme on dit. Donc voilà, j'adorais ça et j'avais un travail à temps partiel aussi dans la restauration pour me faire un peu de l'extra cash parce que je gagnais pas grand-chose. J'étais à moitié pas à plein temps chez Sony. D'accord. Et donc voilà, et bref, j'aimais ça de plus en plus et puis quand j'ai réussi à renouveler mon visa et puis mon visa a fini par expirer. Voilà, puis je suis rentrée un petit peu la mort dans l'âme à Paris, me disant, oh mon Dieu, quand est-ce que je repars comme tous, quoi. En fait, non, je suis restée, et là, j'ai cherché un travail dans le milieu de la musique, et en fait, c'est mon interprétation, mais je pense que quand on est étudiant, on entend souvent parler de la crise et on se sent pas concerné. Ouais. On a l'impression que ça concerne les traders, voilà, des métiers qui nous concernent pas trop. Et en fait, là, dans la musique, évidemment, je me le suis pris en pleine face. Ouais. Genre, on me proposait des jobs. Franchement, on dit souvent que le milieu de la restauration, il est dur, mais là, ce qu'on me proposait, c'était un scandale, quoi. C'était des SMIC où on me disait clairement, fallait bosser 60 heures par semaine, rester tous les soirs, voilà, pour être assistante d'assistante de distrib, enfin des tafs vraiment pas glorieux, pour se faire 1003. J'étais là genre ouah, j'ai carrément déchanté alors que je partais plutôt en confiance avec mon CV. Avec ta super expérience, ouais. Ouais, j'avais de l'expérience, j'étais bilingue, expérience en major, expérience en indépendant, plus un master de droit, je me disais, plus la communication, les RP, je me disais que j'avais plutôt un truc multitask, quoi, et pas du tout. Ouais. Et donc parfois ça ne suffit pas, rien ne suffit en fait. Enfin chez Sony parce que en fait j'avais gagné une sorte de award de chez Sony. Du coup, normalement quand on est américain, on a accès à toutes les offres d'embauche et on est pris directement sans entretien. Okay. Avec cette award là. Donc c'était vraiment un truc de ouf. Donc là on est 5 par an à l'avoir et donc là moi les 4 autres ont eu voilà, on a le droit même de choisir parce que Sony c'est plusieurs branches. On a le droit de choisir dans quel label on sera, plutôt Columbia, plutôt Epic et tout, on choisit. Et donc c'est vraiment le luxe, quoi, le tapis rouge. Et donc moi, n'étant pas américaine, ils veulent pas payer pour du sponsorship de visa. Donc ils m'ont dit non. Par contre, on va soutenir ta candidature quand tu rentres en France. Et puis évidemment, les Américains peuvent pas dicter ce qui se passe en France, évidemment, quoi. Donc on rentre avec normalement un petit ticket d'or, mais bon, qui m'a servi à rien, où on me disait non, en fait, là, on va faire monter les gens qui sont déjà. Normalement, j'avais des prétentions à rentrer directement chef de projet, et on me disait non, on va faire monter les assistantes. Enfin, je voyais bien que on était là, c'est sûr, ton profil est super intéressant, mais t'attendras ton tour comme tout le monde, quoi. Ce qui semble logique, mais que je me suis quand même pris pleine figure. Après, il y a peut-être des différences en ça entre le marché du travail français ça c'est sûr et américain. Aux États-Unis c'est vraiment au mérite parce qu'après Sony je sais que pas au mérite, c'est justement c'est un petit peu le contraire. En France ça va être la méritocratie absolue. Faut en avoir chié absolument, faut avoir fait essuyer toutes les assiettes et servi tous les cafés, alors que non, aux États-Unis justement t'as gagné un truc, t'as montré que t'as été efficace, t'as un talent, voilà, et là on te donne directement les clés, quoi. D'ailleurs la preuve c'est que après Sony j'ai eu un job plutôt cool chez Domino Records qui était vraiment aussi c'est presque une major, c'est tellement un gros indépendant, donc dans l'antenne nord-américaine ils sont basés à Brooklyn, et j'avais eu mon job parce que j'avais rencontré, sans le savoir, je parle avec un mec sur une foire au vinyle et je suis en train de regarder des vinyles dans un bac et je m'arrête sur un vinyle et le mec est à côté de moi, il fait mais comment tu connais ça? Et je finis par lui dire j'adore cet artiste là, nanana, et on a juste parlé musique et il me donne sa carte à la fin, il fait meuf, pour une française t'es ultra calée dans cette partie-là, cette catégorie de musique, ce répertoire. Viens, si t'as envie d'un job, je t'en donne un. Il m'a donné un job chez Domino Records, le truc où j'aurais dû, ils reçoivent 50 CV par semaine, quoi. Donc, c'était pas du tout le cas en rentrant à Paris. J'avais, mon réseau, c'était aussi un petit peu sûrement étiolé, quoi. Ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, allez hop, je vais me lancer, je vais travailler en attendant, j'avais une bonne culture générale. J'avais jamais vraiment pratiqué les cocktails, mais j'avais une bonne culture générale parce qu'en fait, quand on passe 2 ans dans les bars à New York, on revient, on a des bons automatismes, on a goûté pas mal de trucs. Donc j'ai été prise directement, encore une fois, sur un coup de peau. Pas encore une fois, c'est pas que des coups de peau, mais en tout cas, je buvais un verre à l'Experimental Cocktail Club et je leur ai demandé si je cherchais du monde. Ils m'ont dit reviens demain. Je me suis repointée le lendemain et je me suis dit ok, je vais travailler là en attendant la reprise parce que c'était l'été. Je me suis dit en septembre, il y aura sûrement plus d'offres, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai jamais recherché. Je suis restée à l'Exp et en fait, avec cette idée en tête, oui, si je me lance dans la restauration, ok, j'abandonne tout. Parce que mes parents faisaient quand même, faut admettre, un poil la gueule quand même. Enfin, un poil la gueule. Je faisais ce que je voulais et si j'étais diplômée d'un master,
c'était grâce à mes efforts, mais bon, il l'avait quand même pas mal accompagné. Mes parents m'ont financé mes études, j'ai jamais eu à financer mes études supérieures, donc on est quand même redevable. Enfin, moi je me sentais en tout cas redevable de mes parents. Et donc voilà, je leur assurais que si je lâchais tout, c'était pour monter ma propre affaire et en tout cas tenter un vrai truc, quoi, et pas me perdre dans juste les nuits parisiennes, quoi. Et ça, dès que tu es rentré à l'Expérimental Cocktail Club, tu savais que c'était pour monter à un moment ta boîte, enfin que c'était j'ai faire quelque chose de sérieux dans ce. J'y ai travaillé, je crois en juin, j'ai commencé. Et pour en attendant, c'était plus une ligne sur mon CV, tu sais, la ligne hobby. Ouais. J'avais mis spiritueux, et du coup je me disais, voilà, si un mec me demande là, et ben je vais le souffler parce que je m'y connais vraiment. Et je me disais voilà, et c'est aussi parce que j'aime bien, et puis ça payait bien, les tips et tout, je gagnais bien ma vie. Donc et je me suis dit, même à Paris. C'est pas New York, hein. New York, oui, là, non, je gagnais ça bien. va la même, enfin, je gagnais bien ma vie, mais dans des bars aussi, des bars comme l'Expérimental, je gagnais à l'époque, je pense, enfin au fur et à mesure des années, c'est vrai que je gagnais moins, mais moi les premières années à l'Expé, je gagnais vraiment des très très bons tips, quoi. Je gagnais très bien ma vie avec. Là en ce moment, évidemment, il y a pas toute la clientèle internationale, non. donc les tips reposent là-dessus, mais ouais, je gagnais bien ma vie, donc je me plaignais pas, quoi, je crachais pas dans la soupe. Et donc j'ai commencé en juin, et finalement en septembre, quand on m'a proposé un CDI, je me suis dit ça peut être quand même le truc où en fait on sent un petit peu cette vision qu'on a de genre elle s'est laissée aller, elle a été serveuse, elle s'est laissée séduire par cette vie un petit peu de paillettes, parce que en fait on est tous étudiants depuis maintenant, les études elles durent 7 ans, 8 ans, 9 ans, et puis tout choqué, donc le moindre salaire qui arrive, boum, là on a envie de le garder, peu importe la qualité de l'emploi, quoi. Donc là c'était un petit peu ça, je pense, qui faisait flipper mes parents. C'était oui, en effet tu gagnes bien ta vie, mais bon, à quel prix? Tu vas être fatigué rapidement et tout. Donc il y avait un peu cette promesse où quand j'ai signé le CDI, j'avais en tête genre faut que j'ouvre un bar, et si jamais je le fais pas, je quitte ce travail tout de suite, quoi. D'accord. Et en fait ça devenait de plus en plus sérieux au fur et à mesure, j'avais de moins en moins de doutes, parce qu'en fait ce dont j'étais assez persuadée, c'est que je voulais surtout monter ma boîte, parce que j'ai quand même pas mal déchanté en effet aux États-Unis sur le fait que en effet mon taf était pas très intéressant, parce que je pensais que c'était lié à la hiérarchie, au fait que j'étais vraiment assez bas dans la hiérarchie, mais au final j'avais quand même déchanté sur le peu de décision artistique, ou le peu d'impact sur l'artistique qu'on a, quoi. Et ça me déprimait un petit peu. Fallait bosser en toute petite maison de disques, en indépendant, mais par contre fallait faire pas mal de compromis pour travailler en petite maison de disques. Je l'avais déjà fait, et c'est quand même rude, quoi. C'est vraiment c'est un énorme investissement personnel. Il faut avoir la foi, quoi. Faut y croire à donf, quoi. Et en fait je me suis dit non, ce qui me plaisait, je me suis dit si c'est une autre petite structure, autant que ce soit la mienne, j'ai envie de la monter. Et clairement je pense que j'avais pas le talent pour monter un label, parce que je trouve que pour monter un label faut une vision, faut être un DA dans l'âme. Pour moi, c'est vraiment un truc de gourou, quoi. Ce qu'avait Arthur chez Pan-Européenne, pour qui j'ai travaillé, il a une vision, quoi. Et moi, ça, honnêtement, je l'avais pas. Et je le savais, j'étais assez honnête avec ça. Donc je me suis dit non, si je dois monter ma boîte et que ça doit être une petite boîte, vaut mieux que ce soit dans la boisson, où là j'avais plus de vision. C'est plus visionnaire, je trouve. Et par rapport à ton expérience à l'Expérimental, tu y as passé 3 ans, c'est ça, je crois? Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Tu peux nous expliquer un peu l'évolution? Donc tu commences comme serveuse. Ouais. Et ensuite, comment ça se passe, en fait, quand est-ce que tu as évolué, et comment, concrètement, une évolution dans le service jusqu'au bar, comment ça se fait? En fait, c'est allé très vite. J'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas comment sont les autres bars, mais à l'Expérimental, c'est aussi faut faire ses preuves, et c'est à la confiance, en fait. Ce que j'essaye aussi de faire à Combat maintenant, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Oui, on commence tous en service. Faut toujours commencer en service, parce que quand on comprend sa salle, quand on comprend le floor, finalement, on comprend les enjeux derrière le bar. C'est quand on est aussi faut être un bon serveur au client, mais faut être un bon serveur aussi pour son bartender. Donc il y a pas mal d'enjeux à comprendre. Donc j'ai fait quelques mois en salle, et assez rapidement, c'est vrai que j'étais assez demandeuse aussi.
à être formé derrière le bar et à être, il y a un peu cette position aussi de barback. Barback, c'est un petit peu le second, le commis du bartender. Donc voilà, une fois qu'on a bien fait ses preuves à toutes ces étapes-là, on plonge, tout plein de postes aussi pas du tout reluisants, qu'on a bien compris tous les enjeux du bar, comment ça fonctionne, et au niveau de, je sais pas, de l'hygiène, de l'économie, absolument tout. On passe derrière le bar et puis après voilà, mais à l'Expé comme à plein d'autres bars, les gens qui sont derrière le bar font aussi de la salle, on tourne tous, on fait tous de tout. D'ailleurs je trouve ça assez intenable d'être constamment derrière le bar, on a envie de changer de poste quoi. Moi c'est un peu comme des gens qui arrivent à rester au même bureau derrière un ordinateur. Généralement les gens qui bossent dans les bars, c'est des gens qui étaient pas trop destinés à être vraiment à un même bureau, c'est des gens qui arrivent pas à trop rester en place. En tout cas moi c'était mon cas, j'avais l'impression que je prenais du poids derrière l'ordi, de parce que je pensais qu'à la bouffe déjà, à ce que j'allais manger le midi, et j'étais trop je bougeais pas assez quoi. Il faut plus de mouvement quoi. Et donc c'était un peu ça, on tourne tout le temps et on connaît tous les aspects du métier. Je pense que ça devait être hyper formateur aussi pour en prévision de l'ouverture de ton propre établissement. À un moment, si tu disais que tu voulais lancer ta boîte, de savoir comment tout marchait, en fait, tous les postes, c'est hyper utile. Ouais, parce que l'expérimental, c'est un tout petit, en surface, c'est un tout petit bar, par contre, ça dépote. C'est incroyable. C'est un bar hyper successful, quoi. Enfin, moi, j'adore l'expérimental. Et on peut vraiment tout connaître, on le connaît de fond en comble, on sait comment ça fonctionne. J'ai appris énormément. Moins sur la gestion, l'administratif, mais après ça voilà, on apprend tout seul. Heureusement j'avais fait des études un peu dans le droit, ça t'aidait quand même. Et tu peux nous parler de la création de Combat justement? Alors la création de Combat, on était 2 à l'origine, et on s'est rencontrés à New York, et mon associée elle a fait HEC, une école des commerces. Donc il y avait vraiment on était hyper complémentaires dans nos savoirs. Donc on avait toutes les deux cette volonté de sortir un petit peu du cadre classique d'un travail d'ordinateur justement, et d'ouvrir un commerce. Et donc on l'a ouvert à 2 en 2017. Et donc comment on l'a ouvert, au début c'était un bar, un peu dive bar du coin. Plus ça allait, plus je prenais de confiance en cocktail. Parce que c'est moi qui m'occupais plus de l'offre, et donc plus je prenais de confiance en cocktail, plus en fait on s'est dit mais non, mais ça va être un bar à cocktail, parce qu'en fait je sais en faire maintenant et j'ai confiance en moi et en mon savoir, ce qui n'était pas le cas au tout début. Après pour le quartier, on voulait Belleville. Enfin, on voulait Belleville au début, on voulait le 11e, on était obsédés par le quartier un peu Chateaubriand, tout ça, on admirait vachement ces enseignes-là de ce coin-là du 11e. Et on adorait aussi le côté un peu plus cool kids de Belleville. On adorait aller au Café Chéri, Folies, tout ça, j'adorais ça. Et puis après il y avait le Baratin, la cave de Belleville, la Ossiam. On se disait il y a quand même vachement de monde et il y a pas de cocktail quoi. Donc il y avait un marché, potentiellement. Exactement. Au début on était plus 11e, on avait besoin d'être rassurés, vraiment le côté 11e, pas Charonne non plus, quoi, on n'avait pas les moyens, mais un peu Saint-Maur, et c'était quand même trop cher pour nous. Et après on s'est dit Belleville, mais par contre si on a Belleville, on voulait la rue de Belleville quoi. Maintenant ça ouvre vachement dans les rues perpendiculaires et tout, mais nous à l'époque non, c'était trop flippant quoi. 2017, il y a 4 ans, fallait être rue de Belleville quoi, on avait trop peur d'être ailleurs. Dans les valeurs un peu de Combat, il y a notamment tout ce qui est respect de la saisonnalité, des produits. Ça, c'est des choses dont on entend beaucoup parler en cuisine depuis quelques années. On a l'impression que c'est moins répandu dans l'univers du bar. Alors peut-être que c'est faux, mais en tout cas, toi, j'ai l'impression que t'es un peu le fer de lance de ça. En tout cas, c'est une valeur qui ressort, je trouve, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler de tes convictions par rapport à ça?
Oui, c'est vrai que c'est un très important pour moi. C'est un de mes grands combats. Maintenant, je pense qu'on a l'impression que je suis le fer de lance, surtout parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de moi ces derniers temps, mais c'est quelque chose qui en fait est très répandu dans la mixologie. D'accord. Ça, c'est mon explication à moi. Je la donne à chaque fois qu'on m'en parle, donc j'espère que si je me trompe, dites-le moi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est hyper important en mixologie parce que c'est une discipline assez nouvelle et que les gens sont hyper jeunes et que du coup, ils ont grandi avec l'écologie. Ok. C'est vrai qu'on a l'impression que le combat pour une consommation plus vertueuse, le local, le bio, tout ça, c'est moins développé dans le bar. En effet, dans le bar traditionnel, le café à proprement parler français, c'est moins développé, mais aussi parce que c'est hyper obscur. C'est-à-dire que sur n'importe quoi aujourd'hui, on prend des lasagnes Findus, il y a la liste des ingrédients quoi. Par contre, je prends une bouteille d'alcool, il y a pas la liste des ingrédients, c'est difficile d'avoir la provenance, on n'a pas les valeurs énergétiques, on n'a pas tout ça. C'est ultra mystérieux. Donc en fait, on donne pas du tout les outils en fait même au bar standard de vraiment c'est pas si facile. Ouais. Bon, maintenant, évidemment, on peut décider, par exemple, de chercher du gin qui vient de France, des liqueurs françaises uniquement et tout. Donc, très bien, oui, là, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant. Mais c'est une culture qui va prendre plus de temps dans le bar. Par contre, je distingue bar de mixologie. Par contre, en mixologie, oui, là, on est quand même au moins aussi avancé qu'en cuisine. Si ce n'est même, j'ai envie de me vanter, si ce n'est plus. À la pointe, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait... sûrement aussi parce qu'il y a peut-être moins d'impondérables, je sais pas. Mais au final, dans le bar, dans la mixologie, on y est hyper sensible parce qu'encore une fois, le staff, les gens qui font la mixologie, les mixologues sont super jeunes. Je suis quand même, je fais partie des doyens. Vraiment, les mixologues sont très très jeunes et hyper talentueux et hyper sensibilisés. Ils ont vraiment grandi avec ces combats-là. S'ils ont fait des formations de cuisine, des formations de bar, ils en ont entendu parler. Ouais, d'accord. En fait, je pense pas qu'il y avait autant de gens qui se spécialisaient dans le métier de bartender avant. Là, évidemment, c'est un métier qui explose et il explose avec l'explosion, de ces nouveaux sujets écolos. Ouais. Donc c'est pour ça aussi ils le suivent, ils le font, ils ont envie quoi. Ouais, c'était après aussi dans l'idée, même en tant que consommateur par exemple, je pense qu'on peut se dire j'ai envie de boire un mojito. Ça peut ne pas être la saison des ingrédients, tu vois, et alors qu'on va peut-être faire attention à la saisonnalité dans son assiette. Est-ce que toi tu travailles une carte qui change tout le temps, enfin comment tu fais pour te... Ouais, évidemment, il y a des sujets quand même, les gens font des arbitrages, hein, c'est marrant, mais faut pas blâmer pour autant, mais c'est sûr que maintenant tout le monde va critiquer une tomate en hiver, alors que tout le monde boit des cocktails aux fruits de la passion, quoi. Exactement, voilà. Et ça m'épate. Ça. Ouais, ça m'épate, et à la fois, faut pas être non plus hyper dur, on peut pas tout changer du jour au lendemain. En effet, je disais qu'il y avait sûrement plus de difficultés en cuisine par rapport à la multiplicité d'ingrédients. À la fois, on a vraiment un truc super important dans les cocktails qui est difficilement remplaçable, c'est le citron. Et le citron, clairement, il est pas local. La saisonnalité, ouais, non, on en été, tient pas compte. Du coup, il y en aurait pas sinon. Ouais, et moi, je fais partie des gens, en plus, qui, de toute façon, on fait un petit peu, chacun bosse un peu avec sa conscience et fait un peu ses arbitrages. Moi, je sais que par exemple, je fais partie des gens dans le bar qui ne veulent pas utiliser autre chose que du citron. Frais au sens, c'est ça. Du jus de citron frais. Là où, par exemple, on peut travailler des acides artificiels chimiques, de l'acide malique, de l'acide citrique, tout ça, pour faire des solutions acides en fait. Mais ouais, non, moi, mon arbitrage, c'est d'utiliser du citron toute l'année. Donc oui, là, clairement, j'ai pas d'excuses, j'ai pas d'explication. On m'a pas prouvé en fait que faire venir du citron vert du Mexique, c'était par avion, c'était plus polluant que fabriquer 200 grammes d'acide citrique dans une usine pharmaceutique. Ouais. Et qu'à la limite, mais c'est un arbitrage qui est complètement aléatoire. Oui, c'est personnel, complètement personnel, et je me dis que je préfère, c'est horrible parce que je préfère polluer les airs et avec un avion plutôt que polluer peut-être des rivières avec une usine pharmaceutique, et aussi faire ingérer du citron qu'à voyager plutôt que faire ingérer de l'acide citrique. Mais ça, c'est hyper personnel à moi. J'adore le goût du citron et voilà. Donc c'est un petit peu faut faire des arbitrages, quoi. Ouais.
Et évidemment, c'est un combat écolo, local, tout ça. Maintenant, on est. Tu disais que oui, voilà, j'étais un des porte-parole, mais ça veut pas dire que je suis absolument parfaite sur tout. Non, mais bien c'est sûr. pas le cas. Mais du c'est tout, intéressant d'avoir aussi, tu vois, ta réflexion sur ça et sur oui. montrer que tout système a ses limites et que on fait au mieux, quoi. Mais il y a des arbitrages plus faciles à faire. Évidemment, il y aura jamais de fruit de la passion. Mon Dieu, j'adore le fruit de la passion. Mais il y a pas de fruit de la passion au menu. Ça nous arrive d'en avoir dans la corbeille à fruits pour, voilà, faire un daiquiri fruit de la passion comme ça à la demande. Donc on en a faut bien tomber, quoi. On a une consommation de 5 fruits de la passion par mois, quoi. C'est notre petit plaisir, faut pas non plus tout refuser. Et puis l'équipe aime bien ça. Par contre, ce sera pas au menu, ou on va trouver d'autres moyens de le faire. On a trouvé un thé qui a vraiment un goût passion, fruit de la passion. Voilà, on peut trouver des baies de passion, on trouve des alternatives comme la vanille, on peut trouver de la spirule, il y a plein d'autres moyens de le trouver. Donc c'est ça un peu l'idée. Et puis il y a d'autres arbitrages encore plus faciles. C'est celui pour lequel je suis un peu intransigeante, c'est plus l'entretien, sur l'entretien, le ménage, les produits ménagers. Là, par contre, je suis assez intransigeante. Le recyclage, tout ça, je suis un peu dictatrice, quoi. Dans tes autres activités, tu as publié un livre. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment est né ce projet, comment tu as travaillé dessus? Alors pour le livre, en fait, c'est allé très très vite. Je crois que c'est Hachette en fait qui m'a approché. C'est pas moi qui avais du tout la volonté de faire un livre. Évidemment, j'ai accueilli l'offre avec beaucoup de joie. Mais dès 2017, dès l'ouverture, ils m'ont contacté pour justement faire une publication sur le cocktail chez Hachette. Donc moi j'étais ravie. Ça a été beaucoup de travail. C'était assez cadré en fait, ce qui m'a pas mal plu. Parce qu'en fait, je pense que si on m'avait donné complètement champ libre, je me serais perdue. Là, en fait, ils cherchaient une publication particulière sur les spiritueux, avec voilà une dimension aussi cocktail. Et donc voilà, moi j'avais pas du tout pas la confiance nécessaire. Donc j'ai fait appel à Alexandre Vintier, qui est vraiment un grand expert des spiritueux en France, pour le coécrire avec moi, parce que c'est vrai que moi j'avais pas du tout la prétention de savoir tout sur tous les spiritueux. C'était pas le cas à l'époque, c'est toujours pas le cas maintenant. Donc en fait voilà, on s'est accompagné sur la sortie de ce livre, et c'est cool, ouais, j'en suis contente. Il en est sorti quelque chose de cool, de joli, qui encore 3 ans, il est sorti en novembre 2018, et encore voilà 3 ans plus tard, j'ai du plaisir à le regarder. Ouais. Tu peux nous donner un petit aperçu de ce qu'il y a dedans, un exemple de ce que tu as pu comment tu as travaillé, enfin. Ouais, alors pour le coup c'était assez libre. Il voulait que ça parle ce soit en fait un inventaire des spiritueux, avec un petit carnet cocktail. Et j'étais assez libre après sur la forme de ces deux parties, quoi. Donc comment je l'ai fait, c'est vraiment la représentation de mon expérience dans les spiritueux. C'est-à-dire que en fait moi j'ai bien compris les spiritueux à partir du moment où j'ai rencontré les gens qui le faisaient. Donc ça fait un peu cliché de dire ça toujours, il faut rencontrer les producteurs. Mais au final, c'est quand même comme ça que ça fonctionne. C'est en faisant des dégustations ou en me déplaçant dans les distilleries que j'ai appris. Donc j'ai un petit peu organisé le bouquin comme ça, c'est-à-dire que avec Alexandre, il y a d'abord une première partie sur chaque spiritueux qui explique les origines, la méthode de fabrication, l'économie de ce spiritueux-là, tout ça. Et dans une deuxième partie, moi, je fais une rencontre, un entretien avec la personne de ce spiritueux, enfin la personne en lien avec ce spiritueux, producteur de spiritueux, qui a été un petit peu mon intermédiaire, par lequel j'ai découvert le spiritueux, ou par lequel je suis un peu tombée amoureuse du spiritueux. Et donc après, c'est des entretiens avec ces personnes-là où ils nous parlent un petit peu de comment le spiritueux rythme leur vie. J'aime bien un petit peu cette question-là, comment ils le considèrent, mais aussi c'est quoi le calendrier de quelqu'un qui fabrique de l'alcool et comment ça se passe. Et après il y a une toute petite partie sur assez brève sur voilà comment sur les cocktails, les outils, voilà comment s'organiser chez soi. Et ensuite voilà un carnet de cocktails sur les classiques, voilà les classiques avec des petites variations
mes classiques en tout cas, ceux que je préfère. Okay. Voilà, sous forme de cahier cocktail. Avant pour conclure un peu sur cette partie, est-ce qu'il y a des tendances que tu vois émerger dans le milieu du bartending, de la mixologie? Qu'est-ce que, vers quoi on s'oriente? Est-ce que c'est encore plus de sourcing produit? Est-ce que c'est encore, Ouais, le sourcing produit, je pense qu'on peut pas mettre ça derrière nous, mais partir du principe que c'est acquis, parce que sinon on va aller, je sais plus jusqu'où on va aller. Si on doit faire pousser des champignons dans des parkings souterrains pour justifier du local, ça va commencer. On n'a plus besoin d'en parler, je pense, mais ouais, en espérant que ce soit acquis. Moi, je sais pas, le fait maison, ça semble acquis, mais moi je trouve que c'est toujours cool d'en parler et de communiquer là-dessus, parce que finalement en plus il y a cette appellation du fait maison tout à fait. Ouais, dans la restauration, je trouve qu'elle est vraiment ridicule parfois. Enfin, je comprends pas que ce soit aussi peu réglementé, ouais. Mais c'est vrai que dans le cocktail on a beaucoup de fait maison, mais je pense que c'est important. Et puis les grandes tendances. Tu peux nous donner un exemple de ce que tu fais maison, par exemple? On peut tout faire maison, en particulier tout ce qui est sirop, ouais. Toutes les préparations en fait. Ouais. Bon, il y en a encore beaucoup qui font pas maison, mais pourquoi pas? Si des maisons en plus fabriquent bien, pourquoi pas? Parce qu'on peut aussi acheter tout fait, mais ça peut être des bons produits, bien faits, respectueux, tout ça. Mais sinon, de quoi on parle? On parle beaucoup du sans alcool et du léger en alcool, no low comme on dit, ouais. No low. Ça aussi, j'ai l'impression qu'on a 28 ans de retard, j'ai l'impression. Genre les hommes blancs moyens viennent de découvrir que certaines personnes ne boivent pas d'alcool. Aux surprises, oui messieurs, il y a d'autres gens que vous sur Terre qui ne boivent pas d'alcool pour plein de raisons. Exactement. Qui vous sont complètement inconnues bizarrement. Il suffit de se mettre dans les chaussures des autres et d'un coup on découvre que les gens ne consomment pas comme vous. Donc oui, moi aussi j'ai l'impression que c'est un peu vieux, mais je trouve ça trop cool. Moi j'adore le sans alcool, le low ABV aussi, on appelle ça le low ABV pour le low alcool. On n'est pas trop il y a beaucoup de bars qui se spécialisent dans le low ABV, nous c'est pas trop une spécialité à combat, il y en a mais j'aime bien les cocktails forts aussi, un peu de tout. Ouais. Le sans alcool c'est cool, j'aime bien les bières sans alcool aussi, ça c'était ma passion pendant un moment. Non, plein de les tendances, je suis c'est déjà vachement intéressant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a pas on a un peu vécu au ralenti. J'ai du mal à déceler des tendances en ce moment parce que en fait, on a été tellement absent pendant un an. C'est comme si on retâtonnait tous un peu. Je pense que là, la mode, ça va être juste de boire un coup, quoi. Ouais. Avec, sans alcool, ou avec peu d'alcool, ou une bière, ou je sais pas, mais ça va juste de boire. La grosse tendance, si, comment je peux l'ignorer, la grosse tendance, et ça, j'y crois à mort, et je veux en faire partie, c'est boire chez soi. Boire chez soi. Le bar à la maison. Ok. Ouais. Ah, ok. Ouais, ça, j'y crois. Ton livre, ah oui, exactement. Aller plus loin que juste un livre, mais vraiment trouver, apprendre, que ce soit, si quelqu'un est déjà allé sur mes réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ouais. Et moi, j'adore ça, le côté ultra ludique, se marrer à la maison. Et j'aime bien, hyper pédago. C'est simple, mais c'est bon. Je pense que j'aimerais bien le pousser un peu plus loin et boire à la maison, ça c'est vraiment un truc sur lequel faut se pencher parce que c'est vraiment cool aussi que les cocktails intègrent les codes de l'art de vivre et de l'art de la table français. Ça je suis vraiment contente quoi quand je vois tout ce que fait par exemple Anne-Sophie Pic en ce moment avec les cocktails et tout. Exactement. Je suis ravie quoi, je trouve ça hyper bien mais quand tu parlais de sans alcool tout à l'heure, je pensais justement à Paz Levinson que j'ai interviewé également. Et qui elle propose des accords mets et boissons avec bien sûr plein de choses sans alcool, voire complètement sans alcool, et ça ne pose aucun problème. Ouais, je l'avais découvert moi au Noma où il proposait un pairing sans alcool quoi avec et là ça m'est jamais arrivé en France on en est pas. Peut-être que c'est chez Anne-Sophie Pic, voilà. Oui, chez Anne-Sophie Pic, et si chez Yamcha il y a le pairing thé. Tout à fait. Donc, si, ça c'est à ma connaissance, c'est le deuxième. Non, mais il doit y en avoir plein d'autres, je connais pas tout le monde. Mais ça m'avait assez épaté, c'est vrai que celui de Noma, basé un peu sur les fermentations, je l'avais pas fait. Mais en tout cas, ça me donnait hyper envie.
On va passer à la deuxième partie de l'interview sur la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. Est-ce que selon toi, le fait d'être une femme a eu un impact sur ton parcours professionnel ? Oui. Ça a même eu un impact sur le nom de mon établissement. Oui, bien évidemment, oui. Je sais pas où on en est aujourd'hui. En 2017, c'était quand même la sacrée catastrophe d'être une femme dans la restauration. C'était aussi bien relou d'être une femme dans la musique, je me souviens. Vraiment bien relou d'être une femme dans la musique. J'y suis pas restée suffisamment longtemps pour en discuter longuement, mais en tout cas dans la restauration, oui, c'était un problème, et c'était encore plus un problème d'être dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça. Est-ce que tu as des exemples de choses qui te sont arrivées que tu voudrais partager ou... Ouais, en 2017, on a eu beaucoup de difficultés à financer Combat. Ok. On n'arrivait pas à trouver juste de banque, ouais. Personne voulait nous prêter de l'argent parce qu'on était des femmes. Ok, c'est scandaleux. Non, mais c'est toujours révoltant en fait d'entendre ça. Ouais. On a été financé par une femme qui est toujours d'ailleurs une de mes collaboratrices les plus étroites. On se connaît bien. Je me verrais pas travailler avec quelqu'un d'autre. Ok. D'ailleurs, Combat a une équipe essentiellement, voire exclusivement ou quasi féminine. Ouais. Donc c'est rare. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est toujours maintenant à la lumière du parcours de Combat, on a l'impression, ça va paraître super naïf ce que je veux dire, mais surtout que ça va paraître super naïf. Je pense que j'étais vraiment pas aussi féministe ou aussi documentée que je le suis maintenant, parce que moi, quand on a fondé Combat, on était 2 femmes et on a embauché une femme, donc on était 3 femmes, je n'avais pas capté qu'on n'était que des femmes. Enfin, c'est-à-dire que ça va encore plus loin, ça va encore plus loin que de ne pas capter que c'était un problème, c'est que j'avais même pas fait genre mais on va être que des femmes au fait. Juste de se faire la remarque, en fait, on avait embauché Élise, donc qui a été vraiment la première salariée de Combat, vraiment emblématique, qui est toujours tout le temps dans les environs. Mais on avait embauché Élise, mais jamais je me suis dit c'est une meuf, du coup on va être que des meufs. Ouais, non, c'est... Mais du coup, pour le coup, j'étais vraiment naïve, parce que quand même, ne pas le noter, c'était presque idiot de ma part, quoi. Donc, je suis tombée de 130 étages, quand après, c'était bizarre, ou quand les gens rentraient, ils disaient, mais en fait, toute l'équipe est là. Ou voilà, qu'on nous a appelé bar de lesbiennes et encore maintenant. D'ailleurs, on me le dit toujours maintenant. Ah oui, c'était un bar de lesbiennes. Mais ce que je trouve, ce qui me blesse ou qui ne me vexe pas du tout, d'ailleurs, parce que ça, sûrement que des personnes le disent avec une volonté de blesser. Enfin, j'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est censé dire. Je sais pas non plus. J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, c'était extrêmement naïf. Et oui, toute l'équipe était féminine. Après, c'est devenu clairement un statement. J'avais même dit et je m'en rends compte maintenant, j'avais été interviewée par Iris Bray pour parler de ça, et je lui avais dit à Combat on fait de la discrimination positive pour les femmes, c'est-à-dire qu'à CV égal, je prends une femme, je m'en fiche. Et je lui avais fait enlever de l'interview. Je l'admets aujourd'hui. Je lui avais fait enlever de l'interview parce qu'elle m'avait fait relire, hyper sympa d'ailleurs, elle m'avait fait relire l'interview en me disant tout est good pour toi, et je lui avais dit non, enlève ça va être dans le fooding. Et je disais moi je me cachais pas, et donc je m'en cachais en fait, mais je lui disais que en tout cas, il était admis chez moi que je cherchais des femmes et j'embauchais des femmes, et à CV égal, j'embauche des femmes. Et à la fois, why not, quoi, en fait? Parce que si on part du principe que de toute façon, les femmes n'ont pas eu les mêmes chances à l'embauche, bien sûr. Pourquoi je pourrais pas faire une discrimination positive et faire, à CV égal, si les CV sont pas égaux, c'est sûrement pas de ta faute, donc je vais t'embaucher toi pour justement faire monter ton CV, enfin bref. Donc, et puis surtout sur la totalité du secteur, en fait, elles sont toujours largement minoritaires. Donc, oui. Donc je pense avant qu'on arrive à dépasser en nombre. Oui, on n'y est pas. Voilà. Mais je sais pas, j'ai flippé, je lui ai dit de l'enlever. Je regrette pas, j'étais flippée à l'époque, j'avais peur, je me disais il y a l'inspection du travail qui va venir me voir. Et donc alors que maintenant, je pense que je vais au Prud'homme, je serais ravie d'y aller. Voilà, j'adorerais quoi qu'on me mette au Prud'homme pour ça. Mais bon, quoique, il y a quand même, elle s'est fait épingler, là, Hidalgo, combien?
Anne Hidalgo, Ouais. 90 000 Ouais, euros ou c'est ça. 50 000 euros parce que dans sa commission, il y avait Il y a plus trop de femmes. Oh, non mais Mm. donc je suis pas à l'abri d'aller au prud'homme et de perdre, C'est ça. hein. Mais pourtant je serais quand même je serais même fière de perdre, mais pour que ça reste dans la jurisprudence quoi, et qu'on s'en souvienne. Mais non, évidemment je rigole quoi, mais oui, je m'en cache beaucoup moins qu'avant, j'ai moins de problèmes avec Toi, ça. t'as évolué. Mais j'ai jamais eu de problème avec Non. ça, c'est juste que j'avais du mal, en tout cas, à assumer À le voir écrit noir sur blanc. en tout cas, ce type de choix. Ouais. J'avais pas de mal à dire, ouais, on est des femmes, on en a rien à la casquette. Par contre, dire, ouais, alors par contre, pour l'embauche, nanana, j'avais peur à l'URSSAF. Donc, voilà. Mais bon, je vais pas m'en vouloir non plus, j'ai le droit d'avoir un peu les boules. En tout cas, j'avais un peu peur. Et tu penses que le secteur a évolué aussi depuis que toi tu y bosses? Évidemment, Ouais. évidemment. Oui, ça a vachement bougé. Il y a des bars comme Dirty Lemon qui ont ouvert. Il y en a d'autres bars à majorité féminine. On est plusieurs. Et puis le staff féminin, évidemment. Il y a aussi les mecs se sont réveillés un matin. On fait, mais en fait, c'est hyper bien d'avoir des filles. Le bar, ça a vachement d'avantages. Oh really? Ouais, sérieusement. Donc en fait maintenant c'est aussi ça devient le débat sur des groupes de barman de genre est-ce qu'en fait on a vraiment le droit de demander je recrute une femme? Non, c'est interdit. Je dis, ah oui, bon. C'est quoi, c'est un peu bon bref. Est-ce que tu auras un conseil à donner à une femme qui voudrait rentrer dans cette carrière, qui nous écouterait? Selon toi, c'est quoi par rapport à ton expérience, ce qui t'a été le plus utile à savoir quand on se lance? Ça peut être en lien direct avec la mixologie, le bartending, ou ça peut être avec ça peut être les deux. Ça peut être tu le prends comme tu as envie. Ouais. Pour le bartending, c'est ne pas se laisser dicter. Surtout, l'alcool, c'est comme la musique, quoi. Les mecs ont juste le sentiment d'avoir le monopole du bon goût, quoi. Genre, si t'écoutes Britney Spears, c'est que t'as des goûts de merde. Parce que les bons goûts, ce serait d'écouter du garage rock, en fait. C'est juste qu'on t'a tellement inculqué ça que t'es persuadé d'avoir mauvais goût. Ben, c'est pareil pour les spiritueux, quoi. Genre, t'es persuadé que la vodka, c'est pas bon parce que c'est un truc de fille. Non, la vodka, ça peut être très bon. En tout cas, arrêtez de se faire dicter ses goûts. Et arrêter de se faire dicter ses choix. C'est pas parce que t'as des goûts ou des ou qui sont pas dans la qui sont pas les plus cotés ou en tout cas considérés comme le monopole du bon goût. J'en ai ras-le-bol du monopole du bon goût dans tout. Et voilà, donc ne pas se laisser dicter ça parce que les hommes ça doit être dur aussi parce qu'on doit leur dicter pas mal de choses. T'es obligé de boire du whisky sec et t'as pas le droit de boire un cocktail de filles. Ça doit être pas marrant du tout. Mais je pense que c'est encore plus dur pour les femmes et donc c'est un milieu qui est encore extrêmement sexiste et donc voilà, ne pas se laisser guider et assumer ses goûts, faire preuve de maturité hyper tôt quoi. Et tu me juges, tant pis pour toi. Tu sais quoi, c'est mes goûts, je les aime, ils sont bons, ils évolueront et de toute façon il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc voilà, vraiment assumer et y aller, et c'est pas grave de toute façon. Donc ouais, ça ce serait mon conseil numéro 1 pour les mixologues et puis pour les entrepreneurs, je sais pas, va voir d'autres femmes. Parce que la solution elle est là quoi. Ouais, c'est pas évidemment il y a des projets des mauvais projets qui doivent pas être financés, mais avant de jeter l'éponge, va voir des femmes. Et jette pas l'éponge trop tôt parce que t'es sûrement mal épaulé. Pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a des femmes qui ont particulièrement compté pour toi dans ta carrière parce que t'as bossé avec elles et qu'elles t'ont inspiré, ou alors est-ce qu'il y a des grandes figures qui t'inspirent, ou en tout cas d'autres femmes que tu connais pas forcément mais dont le parcours t'inspire? Ouais, il y en a plusieurs. Déjà, il y a Gladys Gublin, qui était la manageuse et la head bartender de l'Expé quand moi j'y ai commencé. C'est elle qui m'a embauchée. On a travaillé très très peu de temps ensemble, mais c'est une nana encore maintenant que on n'est pas amis, on n'a pas beaucoup de contacts. Elle est dans le livre quand même, mais je sais pas, c'est une nana qui inspirait vachement le respect. Je trouve que à l'époque dans ce milieu-là, elles se faisaient très rares, et je sais que par exemple tout le monde l'adorait, elle l'adore toujours, et elle inspirait vraiment un respect dans le milieu du bar. C'est incroyable. Même temps, ça fait 10 ans, enfin pas 10 ans, j'exagère, mais ça va faire je sais pas 8 ans qu'elle a déserté la scène bartending de Paris, et pourtant quand tu parles encore aux anciens, elle est vraiment ultra respectée. Dans les esprits, ouais, elle était vraiment
c'était pas juste un puits de savoir, parce que c'est vrai qu'elle était experte et qu'elle savait plein de choses, mais c'était aussi j'admire ça, parce que moi je suis pas comme ça. Elle a une manière très douce, c'est un peu j'allais dire c'est une main de fer dans un gant de velours, même pas, parce qu'elle a même pas une main de fer. Si, évidemment, elle est probablement très déterminée, elle serait pas arrivée là où elle en est sans une main de fer, mais elle a vraiment une douceur avec les hommes comme les femmes, et c'est quelque chose qui est vraiment en elle, quoi. Elle le respire, et donc ça, c'est quelque chose que j'admire en tant que bartender, mais aussi en tant que personne. Je trouve que c'est assez, je trouve ça généralement assez inspirant, donc ça tombe bien que ce soit quelqu'un de la restauration et le milieu du bar. Après, ça va faire un peu fangirl, mais je me souviens que le documentaire Netflix sur Aline Grattard m'avait fait vachement d'effet. Ça m'avait vraiment fait vachement d'effet. Moi, c'est ma chef chouchoute, alors ah ouais, ça me parle à fond. J'ai jamais mangé, j'ai mangé qu'à la boutique, j'ai jamais ouais. eu de réservation à Yamcha, faut que j'y aille. Mais je sais que le documentaire m'avait fait mais genre un effet de ouf, quoi. Vraiment, donc mais par contre je connais pas plus, je connais rien d'autre d'elle. Enfin, évidemment, mais tu peux écouter son interview dans Girls in Food. Parce qu'elle est déjà passée. Et bah écoute, ouais, c'est vrai que ça m'avait fait de l'effet. J'avais beaucoup aimé. Mais attends, je réfléchis, parce que j'aimerais bien, c'est pas une volonté d'en citer 3, mais en même temps c'est celles qui me sont venues instinctivement, donc je suppose que non, mais non, ça s'arrête là, donc j'arrête de traiter. Ouais. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food. Donc des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food? Mon énorme coup de cœur, c'est le château de la Haute-Borde. Ok. Voilà, tenu par des femmes. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable ce qu'elles font. Au-delà du lieu, déjà le lieu en lui-même, il est dingo. C'est la première fois que j'ai compris l'expression hors du temps. Je la connaissais pas avant, parce que moi je suis dirigée par le temps et mon portable, et là pas du tout. Et l'équipe, enfin c'est vraiment incroyable ce lieu. Ok. Un plat qui résumerait ton enfance? Les lasagnes. Ouais, ma mère les fait hyper bien. Un plat que tu as goûté et que tu n'as jamais oublié? Le petit shot de ceviche du Châteaubriand en appetizer, là, en amuse-bouche. Ouais, ça, vraiment génial. Je pourrais en boire vraiment au litre dans le frigo. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? Je peux pas manger la coriandre et le poivre de Sichuan. Ah, ok. Pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Parce que quand les gens détestent la coriandre, ça fait une sorte d'effet de savon. Et ben, le poivre de Sichuan, c'est pareil. j'ai l'impression que j'ai une boule Yves Rocher qui vient de m'éclater dans la bouche. C'est exactement le même effet, quoi. Ok. Boule de bain. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo dans ta cuisine? Ouais, des capres, je pense. Capres en choix. Ok. Quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps à la maison? Je fais des shirashi. Okay. On fait tout le temps des shirashi, ouais. Et quand tu fais des shirashi, justement, qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu es en cuisine chez toi, qu'est-ce qui passe comme bande son? Est-ce que la musique? Est-ce que... Podcast. Podcast, ok. Des podcasts, ouais. Le resto de ta vie, s'il n'en restait qu'un. Ton resto préféré de tous les temps. Ouais, c'est pas forcément du coup celui où j'ai eu une expérience de ouf. Non, c'est celui où j'ai envie de retourner. Ouais. Le plus, quoi. Ça se joue entre Billy et Chateaubriand. Et un resto qui te reste à découvrir, où tu rêves d'aller? Un resto où je rêve d'aller, il y en a 1000. Je ferais bien une Sophie Pic à Valence, je l'ai pas fait. Okay. Dernière question de l'interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre au micro de Girls in Food dans un prochain épisode? J'aimerais bien entendre Virginie Godard. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Un grand merci à Margot Le Carpentier pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.